Bienvenue dans le chapitre 10 du cours Management de projet qui prépare la certification PMP. Nous arrivons à ce chapitre qui porte sur le domaine de connaissance Management des risques d'un projet. Dans ce chapitre, nous allons comprendre la notion de risque et comment on la mesure généralement. Nous allons planifier la gestion des risques qui est un processus méthodologique. Nous allons identifier les risques et voir quels sont les outils techniques qui nous aident à identifier convenablement les risques. Nous allons voir comment on met en œuvre l'analyse qualitative et l'analyse quantitative des risques et nous allons aussi préparer un plan de réponse aux risques afin de l'appliquer, de le déployer et afin de maîtriser l'ensemble des risques d'un projet. Voici les objectifs. Nous allons tout de suite commencer par une définition de la gestion de risque dans un projet. Gérer le risque consiste à planifier la gestion des risques, bien évidemment, en identifiant, analysant, planifiant les réponses, exécutant les réponses et maîtrisant les risques d'un projet. Pour cela, nous devons d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'un risque. Malheureusement, très souvent, nous partons d'une définition qui est partielle. Un risque, c'est un événement ou une condition possible dont la concrétisation aurait un impact positif ou négatif sur un ou plusieurs objectifs de projet. Donc notez bien, on parle bien d'un impact positif, mais aussi d'un impact négatif. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a très souvent à l'esprit une définition très partielle parce que très souvent, les chefs de projet, les équipes pensent au risque uniquement sous l'angle négatif, impact négatif. Donc quand on veut évoquer des risques avec des équipes, ils vont nous énumérer que ce qui peut nuire à l'exécution du projet ou à l'atteinte des objectifs. Or, il y a des risques qui ont un impact positif, qui sont probables et qui peuvent avoir des répercussions sur la performance et sur l'amélioration des conditions d'atteinte des objectifs du projet. Donc, il est essentiel que dans le cadre de ce chapitre, que vous partiez avec cette double définition, impact positif et impact négatif. Pour cela, nous allons devoir examiner les deux dimensions qui sont fondamentales dans un risque, la dimension probabilité et la dimension impact. Probabilité, c'est quelles sont les chances pour que ce risque se produise. Impact, c'est si jamais ce risque se produit, eh bien quel serait son impact ou son effet sur les objectifs du projet. Ces doubles dimensions, il ne faut pas la voir de manière séparée. Les deux, ensemble, permettent de qualifier justement un risque. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a appréhendé les risques avec ces quatre facettes, impact positif, impact négatif, dimension probabilité et dimension impact? J'ouvre une parenthèse quand on parle de probabilité. Généralement, vous ne pouvez calculer une probabilité d'un risque que si jamais vous avez un historique, parce que mathématiquement, pour dégager une probabilité, vous devez disposer de données historiques. Et ces données historiques, parfois, on peut ne pas en disposer dans certains risques particuliers. Alors, je reviens à la définition. Accroître la probabilité et ou l'impact des risques positifs, c'est ce qu'on cherche à faire, mais aussi réduire la probabilité et ou l'impact négatif. Ensemble, ces deux actions ensemble nous permettent d'optimiser les chances de réussite d'un projet. Alors, quelques concepts clés que nous devons comprendre dans le chapitre management de risque. D'abord, on parle parfois d'incertitude. C'est quoi l'incertitude? C'est un manque de compréhension des enjeux, des événements et des chemins à suivre ou des solutions à appliquer. On parle parfois aussi d'ambiguïté. Il y a une différence entre incertitude et ambiguïté, dans la mesure où l'ambiguïté, c'est un manque de clarté, c'est une difficulté à identifier des causes et des événements ou des difficultés à choisir des options. Et le dernier concept clé ici, c'est la complexité. La complexité, c'est avoir un degré de difficulté à gérer qui est dû au comportement humain et au comportement du système dans son ensemble. Donc, quand on parle de complexité, c'est différent de complication. Complication, c'est une dimension très technique d'un risque ou d'un problème. Mais la complexité, c'est quand on y rajoute la dimension humaine
et quand on voit les choses dans une approche systémique globale. Alors, parlons-nous d'opportunités ou de menaces quand il s'agit de risques. De manière générale, quand on a un impact positif, on parle d'une opportunité. Quand on a un impact négatif, un risque avec un impact négatif, on parle d'une menace. Alors, si je vous dis, dans un contexte quelconque, supposons que la technologie évolue au cours du projet, vous avez un projet d'une durée de 18 mois ou de 24 mois, et dans ce projet-là, vous faites usage d'un certain nombre de technologies, et vous vous rendez compte que la technologie évolue de manière assez rapide durant cette période d'exécution du projet. Serait-il considéré comme menace ou opportunité ce risque? Eh bien, les deux, puisque parfois le risque d'évolution de technologie peut conduire à des reprises de travaux, peut conduire à une obsolescence d'un certain nombre de livrables. Dans ces deux situations-là, c'est une menace et il faut gérer cette menace. Parfois, l'évolution de la technologie peut être porteuse de facteurs d'amélioration de la performance. Et quand on a une nouvelle technologie qui arrive et qui nous permet de faire plus vite, qui nous permet de faire à moindre coût, qui nous permet de faire avec une assurance qualité plus accrue, et dans ce cas-là, eh bien, on parle d'une opportunité. Donc, vous voyez là bien un exemple qui est le même, c'est l'évolution de la technologie, le même risque, mais qui a deux facettes, une facette opportunité et une facette menace. La menace, je vais chercher à la maîtriser pour qu'elle ne nuise pas aux objectifs de mon projet, et l'opportunité, je vais chercher à augmenter soit sa probabilité, soit son impact, pour qu'il ait un impact positif sur la réussite de mon projet. Alors, quelles sont les catégories de risques qui existent? Nous avons des risques qu'on qualifie de risques externes, de risques qu'on qualifie de risques internes, de risques qu'on qualifie de risques techniques. Les risques externes, par exemple, quand il y a un changement réglementaire durant le cycle de vie du projet. Je reviens à notre exemple de tout à l'heure. Nous avons un exemple d'un projet d'une durée de 18 mois et durant le projet, au 6e mois, au 7e mois, il y a une nouvelle réglementation qui tombe et qui peut avoir un impact sur le déroulement de projet. Eh bien, c'est un risque externe puisque vous le subissez d'un facteur exogène. Vous pouvez également avoir quelques décisions gouvernementales qui ne sont pas forcément des changements de loi ou des changements de réglementation. Une décision gouvernementale qui consiste, on l'avait vécu pendant la crise du Covid, couvre-feu, c'est une décision gouvernementale, ce n'est pas une loi, et qui a eu un impact sur un ensemble de projets, donc un risque qui est là considéré comme un risque externe. Les risques internes sont des risques relatifs à on va dire, aux contraintes internes du projet, des changements de délai, des variations sur le périmètre, des demandes de changement sur le contenu du projet, sur le budget, des facteurs humains, donc les ressources que vous avez, des changements sur l'équipe ou des départs de votre équipe, des facteurs logistiques par rapport à la disponibilité de certaines ressources matérielles ou équipements. Donc tout ça, c'est des risques internes que vous devez à un certain moment énumérer pour les maîtriser. Et les risques techniques qui peuvent être, comme on l'a cité tout à l'heure, une évolution technologique, une panne, des ruptures de stock, des ruptures de matière ou de sources énergétiques. Une rupture d'électricité peut poser un problème pour un projet qui utilise beaucoup d'équipements électriques. Et donc, on a également des risques d'une autre nature, de nature financière, mais qui peuvent aussi avoir une répercussion technique, comme quand on a un changement, une évolution des coûts de la matière première dans un projet de construction. Une variation du coût des matières premières peut avoir un impact sur le budget du projet, donc sur les objectifs du projet et la réussite du projet. Si on importe du matériel de l'international, de l'étranger, et qu'il y a une variation de cours de change. Cette variation de cours de change va avoir un impact. Il
peut être positif quand la variation est en notre faveur, comme ça peut être négatif quand c'est en notre défaveur, et donc il va nuire aux objectifs de respect des contraintes, principalement la contrainte coût ou la référence de base coût. Nous arrivons à la description des processus que nous avons dans le cadre de ce domaine de connaissance. Le domaine de connaissance, management des risques, il est caractérisé par un nombre très important de processus. Vous voyez ici, nous avons à peu près 5 processus de planification, un processus d'exécution et un processus de surveillance et maîtrise. En planification, vous devez planifier la gestion des risques, donc une note méthodologique, identifier les risques, mettre en œuvre une analyse quantitative, mettre en œuvre une analyse qualitative, planifier la réponse aux risques, donc préparer des plans de réponse. En phase d'exécution, tout ce que vous avez planifié comme plan de réponse, à chaque fois qu'il y a un risque qui se produit, vous devez appliquer la réponse que vous avez planifiée. Et au niveau de la surveillance et maîtrise, chaque fois qu'il y a des écarts entre ce que vous avez planifié et ce que vous avez mis en place, eh bien ces écarts-là doivent être identifiés, maîtrisés et surveillés par le management de projet. Alors, revenons un peu plus en détail sur les différents processus. D'abord, le processus planifier la gestion de risque, comme je l'ai dit, c'est un processus méthodologique qui consiste à définir comment les activités de gestion de risque du projet vont s'organiser. Alors pour cela, vous avez un certain nombre d'inputs, 5 inputs. Vous avez principalement 3 outils techniques, le jugement d'expert, l'analyse des données et les réunions. Et ce que vous devez sortir à la fin, c'est un plan de management des risques. Identifier les risques est un processus qui est un peu plus pratique. Donc là, on n'est plus dans la méthodologie, on est dans le travail de terrain, un travail empirique où vous allez sortir, travailler avec votre équipe, un travail de proximité pour pouvoir identifier les risques individuels et les sources de risque globales du projet, ainsi que faire un maximum d'efforts pour documenter les caractéristiques de chacun de ces risques. Documenter les caractéristiques, c'est ce qui vous permettra de bien comprendre les risques et les appréhender. Par exemple, pour identifier les risques, vous devez tenir à jour un registre des risques. Ce registre, il peut se présenter de cette forme. Donc avoir un certain nombre de colonnes qui permettent de numéroter, d'identifier les risques, de noter la date de leur identification, une colonne de description du risque. Dans cette colonne de description de risque, eh bien, vous pouvez documenter tout ce qui a été dit comme caractéristique pour décrire le risque. Vous pouvez avoir des colonnes qui ont un rôle qui va être nécessaire pour le calcul, pour la qualification du risque, l'impact, le scoring du risque, c'est-à-dire l'importance de ce risque. Vous pouvez également préciser un certain nombre de mesures de contrôle ou de maîtrise. Vous pouvez fixer un target risk score, c'est-à-dire un score cible. Chaque fois que, si vous le dépassez, vous devez déclencher un certain nombre d'actions. Vous pouvez aussi avoir une target date, une date cible pour gérer le risque, et également un risk owner. Donc, vous pouvez désigner un propriétaire de ce risque, c'est-à-dire la personne que vous avez identifiée dans l'équipe, qui serait capable de gérer le risque depuis son identification jusqu'à sa maîtrise. Effectuer une analyse qualitative du risque. On va d'abord qualifier le risque qualitativement et puis par la suite on va le quantifier. Alors, c'est quoi l'analyse qualitative? C'est tout simplement tenter d'hiérarchiser les risques individuels du projet pour pouvoir les analyser et pouvoir énumérer un certain nombre d'actions qui ont été évaluées ou définies par rapport à l'évaluation de la probabilité d'occurrence et par rapport à l'impact. Donc, une fois que je regarde la probabilité d'un risque et son impact, la combinaison des deux va me donner un score du risque. Et à partir de là, je vais pouvoir le qualifier et prévoir les actions nécessaires pour le gérer. Alors, pour cela, vous allez devoir utiliser 4 inputs. Vous avez un certain nombre d'outils et techniques. Nous allons plutôt focaliser sur la représentation des données. Alors, beaucoup d'outils techniques ici
ont été cités dans des chapitres précédents. Nous allons voir la représentation et la catégorisation des risques. Ce sont deux outils que j'ai soulignés dans ce slide pour qu'on puisse les décrire correctement. Commençons par la catégorisation des risques. La catégorisation des risques ici, c'est de devoir catégoriser de deux manières. D'abord, soit en fonction de la source du risque, soit de la zone du projet qui serait impactée. Quand c'est la source du risque, eh bien, vous allez dessiner une sorte de RBS, Resource Breakdown Structure. Donc, vous prenez vos risques et vous les découpez sous forme d'un organigramme en plusieurs risques. C'est comme si je veux dessiner un organigramme sur le chapeau principal, j'appelle ça mon projet, et je commence à dessiner des lots de risques. Le premier lot, je vais l'appeler risque technique. Je vais énumérer tous les risques techniques que j'ai dedans. Deuxième chapeau, je mettrai les risques financiers, les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, variation de cours de change, variation de coût de la matière, etc. Les risques humains, changement au niveau de l'équipe, départ, etc., etc. Donc, je peux avoir un RBS, une Resource Breakdown Structure, une sorte d'organigramme qui me permet de présenter sous forme d'un mind map l'ensemble des risques que je peux avoir dans un projet. La deuxième façon de faire, c'est de reprendre votre fameux WBS et de dire, j'ai ici un risque qui peut impacter tel livrable, ou quand je descends du livrable vers les travaux à faire et les activités à faire pour façonner ce livrable, eh bien, je peux cibler certains travaux et dire, sur ce travail-là, j'ai un risque. Je donne un exemple. Dans un projet de construction, j'ai une activité qui s'appelle creuser une tranchée de câbles électriques. Et je sais que si jamais il pleut, eh bien, la tranchée que j'aurai creusée sur le sol risque de se remblayer par la pluie. Et donc, si je suis dans une période de pluie, ce risque a une probabilité très élevée. Et a un impact qui peut être coûteux, dépendamment, bien sûr, de la tranchée que vous avez creusée et des moyens que vous avez utilisés. Si c'est une grande tranchée pour passer une conduite d'assainissement, eh bien, l'impact va être important. Si c'est une petite tranchée pour passer un câble, l'impact pourrait être un peu moins important. Donc, vous avez deux façons de catégoriser les risques et de les schématiser, soit par recherche des sources, soit par recherche des zones qui seraient impactées. Alors, comment on représente la qualité du risque? C'est-à-dire, quand je dis la qualité, c'est-à-dire le risque qui a le score le plus élevé en combinant l'impact et la probabilité. Le score le plus élevé, regardez ici, vous devez toujours avoir une façon d'hiérarchiser les deux dimensions, l'impact et la probabilité. Je vais hiérarchiser l'impact en disant impact très faible, impact modéré, impact élevé, impact très élevé. Pour la probabilité, la même chose, très faible, faible, moyen, élevé, très élevé. Donc j'ai 5 catégories d'impact et 5 catégories de probabilité. Ensuite, j'utilise le chiffrage que j'ai dans cette matrice. Si c'est très faible, pour l'impact, ça va être un indice de 0,05. Et quand c'est très faible pour la probabilité, ça va être un indice de 0,10. La multiplication des deux, 0,10 multiplié par 0,05, va nous donner une qualité de ce risque. Cette qualité-là, eh bien, serait calculée dans la zone qui est au milieu. Donc, quand vous avez très élevé, qui est de 0,08, multiplié par très faible, qui est de 0,10, eh bien, l'indice que j'ai ici, il est de 0,08. D'accord? Donc, quand j'ai un impact négatif de 0,8, donc un risque que j'ai identifié avec un impact négatif très élevé. Donc, c'est 0,8 d'indice, avec une probabilité très faible, donc 0,10 de probabilité. Quand je multiplie les deux, j'obtiens 0,08 le score de ce risque.
Ce score, comme vous le voyez, il se situe dans une zone grise claire, c'est-à-dire c'est un risque qui est plus ou moins modéré. Mais si je prends un risque avec un impact élevé et une probabilité élevée, ben ça nous donne 0,40, impact élevé, multiplié par 0,70, impact élevé, probabilité élevée. Ça nous donne un score de 0,28 qui se situe ici dans la zone grise foncée et cela nous donne une idée sur la qualité de ce risque. C'est un risque plutôt important. Donc si c'est un risque négatif, on doit faire en sorte soit de réduire sa probabilité, soit de réduire son impact, de le gérer avec attention. Si c'est un risque positif, avec un impact positif, si c'est une opportunité, je vais essayer d'augmenter sa probabilité ou d'augmenter son impact pour en profiter. De cette manière, si vous utilisez cette matrice de probabilité, eh bien, vous allez pouvoir qualifier en quelque sorte ou faire une analyse qualitative du risque. Maintenant, nous allons passer à l'analyse quantitative du risque. Donc, on va passer d'une approche qui cherche à distinguer les risques les plus importants des risques modérés, des risques moins importants, à une approche chiffrée avec même une valeur monétaire de chacun de ces risques. Alors, en quoi consiste le processus? Il consiste à chiffrer l'effet combiné des risques individuels identifiés du projet et des autres sources d'incertitude sur l'ensemble des objectifs du projet. Concrètement, nous allons ici voir la nouvelle technique qu'on n'a pas encore vue, la représentation de l'incertitude, avec un ensemble de techniques mathématiques que vous allez découvrir avec moi dans les slides qui vont suivre. Nous allons voir maintenant comment on va utiliser ce calcul de Expected Monetary Value dans une sorte d'arbre décisionnel. Pour le comprendre, nous allons prendre un cas où on doit décider si on doit construire ou réaménager une usine. Premier scénario, construction de l'usine, ça va nécessiter un investissement de 120 millions de dollars. Et le deuxième scénario, uniquement le réaménagement, va nécessiter un investissement de 50 millions de dollars. Dans le premier scénario, nous avons un autre nœud décisionnel. Dans ce nœud, vous avez soit une forte demande, avec une probabilité de 60%. Si vous avez une forte demande, vous allez avoir des revenus de 200 millions de dollars si vous avez construit une nouvelle usine avec une grande capacité. S'il y a une faible demande, eh bien, vous allez pouvoir faire des revenus de 90 millions de dollars, étant donné, bien sûr, toujours la capacité de production de cette nouvelle usine. Dans le deuxième scénario, se contenter de réaménager l'usine existante, eh bien, vous allez avoir, si il y a une forte demande, des revenus de 120 millions seulement, parce que les capacités ne sont pas les mêmes que dans le cas d'une nouvelle usine, et de 60 millions dans le cas d'une faible demande seulement, en tenant compte, bien sûr, toujours des contraintes de l'usine qui a été réaménagée. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer pour avoir la valeur nette de chacun de ces chemins. La valeur nette du premier chemin, ça va être les revenus, ce que j'ai mis en vert comme revenus, les 200 millions, moins l'investissement que nous avons ici, l'investissement de 120 millions. Et donc 200 millions moins 120 millions nous donne une valeur nette de 80 millions. Deuxième chemin, c'est un investissement de 120 millions toujours, mais les revenus sont seulement de 90 millions, parce qu'il nous donne une valeur nette négative de ce deuxième chemin, qui est de moins 30 millions. Deuxième scénario, c'est de décider uniquement de faire le réaménagement ou de faire l'upgrade de l'usine existante. Nous avons également deux scénarios. Dans la forte demande, ça va être des revenus de 120 millions moins 50 millions d'investissement, ce qui a une valeur nette 70 millions. Remarquez que c'est pas loin du premier scénario, du premier chemin, 80 millions versus 70 millions. Et le dernier chemin, seulement 10 millions, mais cette fois-ci, c'est positif et c'est pas négatif. Donc, en regardant les quatre chemins, vous allez devoir trouver une méthode qui vous permet de sortir avec une seule décision. Alors, pour le faire, vous devez utiliser ce qu'on a vu dans le slide précédent, c'est-à-dire le calcul de l'Expected Monetary Value, qui tient compte de la dimension probabilité et de la dimension impact.
Nous avons jusque-là dégagé l'impact avec les calculs qu'on a fait des différentes valeurs nettes de chaque chemin, mais il nous reste d'intégrer la dimension probabilité. Alors pour intégrer la dimension probabilité, regardez ici, nous allons rajouter les 60% du scénario d'une forte demande multiplié par le chemin, la valeur nette du chemin qui est de 80 millions, et nous allons tenir compte des 40% de probabilité de la deuxième type de demande, ou de deuxième scénario de demande, faible demande, moins l'investissement qui a été mobilisé, qui est 120 millions toujours, donc moins 30 millions. Nous allons tenir compte des 40% de l'impact. Les deux ensemble, 60% fois 80 millions, plus 40% fois moins 30 millions, nous donnent une expected monetary value de tout ce chemin qui est de 36 millions. On fait le même calcul en bas avec l'upgrade. Donc nous avons 60% fois 70 millions du scénario d'une forte demande, fois 40% fois 10 millions. Donc les deux ensemble nous donnent une EMV de 46 millions. Quelle est la valeur la plus intéressante? 36 millions ou 46 millions? Le calcul vous aide à prendre la décision. Bien évidemment, tout le monde a compris que la meilleure décision dans ce cas-là, ce n'est pas de construire une nouvelle usine, mais plutôt de faire l'upgrade de l'usine existante, puisqu'il va nous générer un EMV supérieur de 10 millions par rapport au premier scénario. Voilà donc un premier exemple. Nous allons examiner un autre exemple sous forme d'exercice. Généralement, vous devez le travailler tout seul, et je vous donnerai la correction dans les slides qui suivent. Dans cet exercice, eh bien, vous avez également un premier nœud de décision qui consiste à prendre la décision, est-ce que vous allez louer ou acheter? Louer, si vous décidez de louer, eh bien, vous aurez à investir 120 millions de dollars. Si vous devez, acheter, c'est 120 millions de dollars. Si vous devez louer la licence, c'est seulement 10 millions de dollars. Dans le premier scénario, vous avez une première piste qui consiste à faire un usage très fort de ce système que vous allez acheter. Dans ce cas-là, le revenu relatif à cet usage serait de 80 millions de dollars. Si vous faites un faible usage de ce système, les revenus seraient de 30 millions de dollars. Nous avons une probabilité de 70% d'une utilisation forte, 30% d'une utilisation faible. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire si jamais vous achetez la licence, eh bien, plutôt de louer la licence, une forte utilisation va générer 60 millions de dollars de revenus, une faible utilisation va générer 10 millions de dollars de revenus. Donc, pareil comme tout à l'heure, vous allez devoir calculer la valeur nette de chaque chemin. Et une fois vous avez fini ce calcul, vous allez devoir prendre la décision. Alors, prenez quelques secondes pour réfléchir et trouver la meilleure décision. Est-ce que c'est d'acheter ou de louer? J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Si vous tenez compte de la probabilité de chacun de ces chemins, probabilité du premier chemin 70%, multiplié par la valeur nette du chemin qui est de 60 millions, plus probabilité de 30% multiplié par la valeur nette du deuxième chemin qui est de 45 millions, nous donnera un EMV qui est 45 millions pour le premier cas, 45 millions pour l'achat d'une licence, qui est supérieur à 35 millions pour la location d'une licence. Et donc, la bonne décision dans cet exercice serait d'acheter la licence et non pas de la louer. On va continuer avec un autre exercice, mais cette fois-ci très différent. Nous avons un projet dans lequel on se pose la question, est-ce qu'on doit prototyper ou non? Alors, le prototype, c'est un coût de 200 000 dollars, d'accord? Ne pas faire un prototype, ça revient à un investissement qui est seulement de 30 000 dollars. Alors, le setup cost dans le prototype, il est quand même pas négligeable, très important,
pas de prototype, eh bien, il n'y a pas d'investissement. C'est zéro dollar. Et donc, à première vue, on pourrait se dire, c'est intéressant de ne pas prototyper. Regardons de plus près toutes les données de cette étude de cas. Si jamais on fait un prototypage, c'est-à-dire on va investir quand même les 200 000 dollars, eh bien, la probabilité d'échec, elle est seulement de 35%. Et si jamais on échoue, ben on va dépenser 120 000 dollars. Ce qui fait que si on tient compte de la valeur totale de ce chemin, j'ai tout mis en rouge parce que c'est que des dépenses. Donc on aura une perte de 120 000 et un investissement de 200 000, donc au total, une valeur négative de sortie d'argent qui est de 320 000 dollars. Dans le deuxième chemin, il n'y a pas d'impact, donc s'il n'y a pas d'échec, zéro impact. Donc on va se limiter seulement aux 200 000 dollars d'investissement. Dans le troisième chemin, sans prototypage, probabilité d'échec très élevée, on passe de 35% à 70%, et comme on a 70% avec un impact qui est quand même pas négligeable cette fois-ci, parce qu'on n'a pas prototypé, donc les dégâts vont concerner le livrable grandeur nature, 450 000 dollars, ça va être la valeur nette de ce troisième chemin. Dernier chemin, pas de failure, pas d'échec, donc pas d'impact, et dans ce cas-là, pas d'investissement, pas d'impact, pas de dépenses, la valeur totale de ce chemin, elle est de 0 dollars. Comment on va faire notre décision? Comme tout à l'heure, donc nous allons intégrer la dimension probabilité. Regardez ici la probabilité, on vous a donné 35%, on ne vous a pas donné les 65% du cas de réussite. Donc vous devez dégager vous-même ces 65%. Donc le MV va être 35% fois 320 000, la valeur nette du chemin, plus 65% de la valeur nette du deuxième chemin qui est de 200 000, ce qui nous donne 242 000. Dans le deuxième cas, pas de prototypage, 70% d'échec fois 450 000, plus 30% de réussite fois 0 dollars de perte, ce qui nous donne une valeur globale, un EMV global de 315 000 dollars. Là, on ne va pas prendre la valeur supérieure, comme c'était le cas dans les exercices précédents. On va prendre la valeur inférieure parce qu'on ne parle que de dépenses. Donc on va choisir l'EMV de 242 000, donc faire un prototype, au lieu de ne pas faire un prototype parce que ça générera une dépense beaucoup plus élevée qui est de 315 000. Enfin, une valeur, pas une dépense, parce que ce n'est pas sûr, c'est toujours lié à la probabilité, une valeur qui est plus élevée. Mais comme c'est une valeur qui revient à signifier une dépense, eh bien, on va chercher la valeur la moins forte. J'espère que vous aurez, avec ces deux exercices ou ces trois études de cas que j'ai présentées, bien appréhendé la technique d'utilisation des EMV dans la qualification d'un risque. On arrive maintenant à la planification des réponses au risque. C'est quoi planifier une réponse au risque? Eh bien, c'est développer des options, sélectionner des stratégies et convenir des actions précises qui permettent de gérer l'exposition au risque global, bien sûr, du projet, mais aussi aux risques individuels qui peuvent concerner des lots de travaux ou des activités en particulier. Qu'est-ce qu'on fait? Quand il s'agit d'une opportunité, eh bien, on va essayer de s'assurer qu'il se produise ou d'augmenter son impact ou sa probabilité. Quand il s'agit d'une menace, on va essayer d'éliminer la menace avant qu'elle n'arrive, ou bien on va essayer de diminuer sa probabilité ou son impact. Alors, quand il s'agit de menaces, très souvent, comme je l'ai dit, c'est la compréhension générale des gens face au risque. C'est réducteur, hein, il faut aussi tenir compte des opportunités. Mais les menaces nous font peur généralement parce qu'ils peuvent avoir des impacts négatifs très importants. Une opportunité, si on ne l'a pas saisie, ce sera une opportunité ratée. Peut-être pas d'impact nuisible sur le projet. On aura un manque à gagner. Mais la menace, quand elle se produit, quand on la gère mal, eh bien, c'est des impacts négatifs. Donc,
un résultat, un effet direct sur la réussite du projet. Alors quand on gère une menace, même si on diminue sa probabilité ou son impact, sachez qu'il en résulte toujours une menace dite résiduelle. Donc c'est quoi une menace résiduelle? C'est que vous avez diminué l'impact d'un risque, bien, il y a toujours bien sûr, comment on diminue l'impact d'un risque? C'est par des mesures. Et ces mesures-là, parfois, peuvent ne pas être exhaustives, peuvent ne pas tenir compte de l'ensemble de la contenance d'un risque, et donc, ce qui laisse apparaître encore des menaces résiduelles. Dans ce cas-là, il faut avoir soit un plan de contingence, soit un plan de repli. Alors, les stratégies globales qu'il faut maîtriser pour savoir affronter un risque, quand il s'agit d'une menace, éviter, transférer, atténuer ou accepter. Accepter quand je trouve que la probabilité ou l'impact, c'est négligeable. Je dis si jamais ça se produit, c'est pas grave, je l'accepte. Atténuer quand je trouve qu'il n'y a pas moyen de faire autrement et je vais juste essayer d'agir sur la probabilité ou sur l'impact. Je vais atténuer. Transférer quand je trouve que le risque est très important mais je ne veux pas l'assumer, donc je peux le transférer. Quand je prends par exemple un risque d'accident de travail, et je contracte une assurance. C'est parce que je ne veux pas assumer les dégâts d'un accident de travail. Donc le fait de prendre une assurance, je transfère le risque sur le dos de l'assureur. C'est lui qui supportera les dégâts, si vous voulez, financiers de cet accident de travail. Éviter, c'est quand on arrive à éviter par des moyens techniques. Si par exemple je fais de la redondance dans un avion, il y a beaucoup de pièces redondantes. C'est pour éviter qu'une panne sur une pièce ne conduise à un accident. Donc la redondance, ça permet d'éviter que la panne soit le facteur direct d'un accident. Et donc en faisant cette redondance, s'il y en a une qui tombe en panne, l'autre il prend le relais. Quand il s'agit d'une opportunité, c'est pareil. Donc exploiter, augmenter la probabilité ou l'impact pour tirer profit de ce risque. Comme j'ai dit tout à l'heure, imaginons vous avez une ressource très qualifiée et pour vous, c'est une opportunité qui soit dans votre équipe. C'est quoi exploiter? Eh bien, je vais essayer de mettre un certain nombre de travaux qui sont dans le chemin critique. Je vais les affecter à cette ressource qui est très qualifiée. En exploitant cette expertise de cette ressource-là, peut-être que je vais réduire le chemin critique parce que cette personne peut effectuer ses travaux dans des durées plus limitées avec peut-être une maîtrise de la qualité plus forte. Partager donc, entre vous et les différentes parties prenantes, améliorer ou accepter. Donc améliorer, généralement, ce n'est pas la même chose qu'exploiter. Donc en améliorant les conditions que le risque se produise. Généralement, on agit sur la probabilité et accepter quand on trouve que l'impact, c'est pas très important, eh bien, on accepte de ne pas faire grand-chose pour saisir l'opportunité. Alors, avant-dernier processus, c'est exécuter les plans de risque ou les réponses aux risques que vous avez prévus initialement, donc qui consiste tout simplement à mettre en œuvre ces plans tels que vous les avez prévus dans vos plans, dans votre planification. Alors ici, vous devez mobiliser beaucoup d'expertise, donc vous devez mobiliser des gens qui ont travaillé longuement dans les projets, qui savent comment mettre en œuvre des plans de repli ou des plans de réponse face à des risques ou de contingence, et surtout vous baser sur un système d'information de management de projet qui archive l'ensemble des actions qui ont été exploitées dans des projets antérieurs pour mieux gérer les risques. La maîtrise des risques, processus de surveillance et maîtrise, c'est tout simplement suivre la mise en œuvre. Si vous avez prévu des plans de réponse à des risques, eh bien, il va falloir que quelqu'un suive la mise en œuvre d'abord de ces plans de risque, mais aussi tout le processus d'identification de nouveaux risques, parce que même si on a identifié des risques au départ, le fait de rentrer dans l'exécution de projets, de nouveaux risques peuvent apparaître, et dans ce cas-là, il ne faut pas les louper, il faut les intégrer dans votre plan
dans votre planification, dans votre registre et dans ce que vous avez prévu de mettre en œuvre si jamais ces risques se produisent. Alors, pour ça, il faut prévoir des audits et prévoir surtout beaucoup de réunions avec les membres de votre équipe, avec les parties prenantes, les fournisseurs principalement, quand il s'agit d'un risque où il y a des variations et des facteurs qui peuvent agir sur la matière première ou la main-d'œuvre si elle est sous-traitée par des prestataires, etc. Nous arrivons à la fin de ce chapitre. J'espère qu'il vous a donné l'essentiel pour mieux maîtriser et préparer le chapitre de management de risque. Attention, vous aurez un quiz avec des questions-réponses sous forme de vidéo pour vous aider à mieux préparer l'examen. À très bientôt.